Comment le suprémacisme blanc a modelé les villes coloniales? Le suprémacisme blanc a été une manière concrète de produire de l'espace, de décider qui pouvait habiter la ville confortablement et qui devait y survivre sous contrainte. Dans les villes coloniales, l'urbanisme devient un outil central de hiérarchisation raciale. Partout, de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, de l'Inde aux Caraïbes, on retrouve la même structure spatiale. Des quartiers européens planifiés, aérés, bien équipés, et des quartiers autochtones surpeuplés, sous-dotés et étroitement surveillés. Cette organisation n'est pas accidentelle. Elle est explicitement pensée par les urbanistes coloniaux, comme le montrent les travaux de Gwendolyn Wright et d'Anthony King sur l'urbanisme colonial français et britannique. Pour justifier cette ségrégation, le discours colonial mobilise l'argument de l'hygiène. Les quartiers autochtones sont décrits comme insalubres et dangereux, alors même que l'administration coloniale refuse d'y investir. À Nairobi, sous occupation britannique au début du XXe siècle, les quartiers européens disposent d'eau courante, d'égouts et d'électricité, tandis que les quartiers africains en sont volontairement privés. Les études montrent que la mortalité y est alors 2 à 3 fois plus élevée, non pas à cause d'un prétendu mode de vie, mais d'un sous-équipement organisé. Cette ville racialisée repose aussi sur une spoliation massive des ressources locales. En Algérie, au Maroc ou en Afrique de l'Ouest, les terres urbaines et périurbaines les plus fertiles sont confisquées au profit des colons. En Algérie, plus de 40% des terres agricoles de haute valeur sont spoliées par les colons européens entre 1830 et 1930, ce qui finance directement les infrastructures coloniales, selon Charles Robert Ageron. En Inde coloniale, jusqu'à 60% des recettes urbaines proviennent de taxes payées majoritairement par les populations locales, alors que les investissements profitent d'abord aux quartiers européens. Les infrastructures qu'auraient construit les colons sont donc largement financées par les colonisés eux-mêmes, mais pensées pour servir l'économie coloniale, sécuriser le territoire, exporter les ressources et protéger les colons. À Johannesburg et dans d'autres villes d'Afrique australe, cette logique aboutit à une ségrégation extrême. À l'époque de l'apartheid, près de 80% de la population noire est reléguée dans des zones périphériques mal desservies, représentant moins de 15% des terres urbaines bien situées. Dans ce contexte, les formes urbaines locales sont systématiquement méprisées. Médina nord-africaine, ville swahili, cité sahélienne ou quartier autochtone d'Amérique latine sont qualifiés d'irrationnels ou d'archaïques. Ce discours sert à justifier les destructions, les percements d'avenues, les déplacements forcés, pourtant l'UNESCO et ONU Habitat reconnaissent aujourd'hui que ces formes urbaines étaient souvent climatiquement adaptées, socialement cohérentes et sobres en ressources. Leur effacement ne relève pas d'un progrès mais d'un choix idéologique fondé sur la supériorité supposée des modèles européens. Enfin, les villes coloniales sont conçues pour être contrôlables. Les grandes avenues permettent le déploiement rapide des troupes, les places dégagées empêchent les rassemblements, les quartiers colonisés sont encerclés et fragmentés. Le psychiatre Frantz Fanon montre que cette organisation spatiale participe directement à la violence coloniale. Le pouvoir s'exerce à travers la forme même de la ville, qui discipline les corps et limite les possibilités de résistance. Ainsi, le suprémacisme blanc n'a pas seulement structuré les lois et les discours coloniaux, il a été inscrit dans les plans de ville, les réseaux d'eau, la répartition des terres et des équipements. Si tu veux en savoir plus sur l'aménagement urbain en période coloniale, n'hésite pas à t'abonner à C'est quoi cette ville ?